Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui s'est donnée pour mission de dire du bien d'Haïti. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à un vieux dossier, un dossier qui me tient particulièrement à cœur. Il me tient tellement à cœur que ça a été l'objet de mon mémoire d'études à l'université pour l'obtention de mon diplôme de relations internationales, c'était au siècle dernier. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les programmes d'ajustement structurel imposés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale aux pays du tiers-monde et particulièrement à Haïti et les conséquences aujourd'hui. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais me focaliser sur les années 80, le point de départ de tout cela. J'espère que cette émission sera inspirante. À la fin des années 70, la République d'Haïti, qui croule sous la dictature depuis 1957, rentre dans une nouvelle phase. Sur le plan politique, le régime s'est durci, même s'il veut montrer à Jimmy Carter, le chantre de la protection des droits de l'homme, qu'il se soucie du sort des prisonniers. La parole se libère un peu, mais le régime opère en secret et est encore plus redoutable et sournois. Sur le plan économique, le président Jean-Claude Duvalier s'apprête à plonger le pays dans un processus de libéralisation économique qui allait s'aggraver avec l'arrivée aux États-Unis, au sein du pouvoir américain, du président Ronald Reagan. C'est dans ce contexte que s'opère la mutation profonde de la structure économique et l'accélération de la mainmise du FMI sur l'économie haïtienne. Jean-Claude Duvalier déclare alors « Mon père avait fait la révolution politique, je ferai la révolution économique ». Ainsi, l'application des politiques d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale s'inscrirait dans le cadre de cette ambition de révolution économique. Avant d'aller plus loin, il importe d'effectuer quelques mises au point méthodologiques afin de comprendre ce que sont les institutions de Bretton Woods et les programmes dont il est question dans cette émission. Les institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale, sont nées le 22 novembre 1944 à l'initiative de deux économistes pendant la Seconde Guerre mondiale dans le but d'assurer la stabilité du système monétaire international et de promouvoir le développement. Ces deux économistes sont Harry Dexter White, un employé important du département du Trésor des États-Unis, et John Maynard Keynes, père du keynésianisme. Les programmes ou plans d'ajustement structurel, eux, sont une politique économique à la fois macro- et microéconomique en deux phases, basée sur une politique de l'offre et une libéralisation de l'économie. Une phase de réforme structurelle est gérée par la Banque mondiale. Une autre phase, dite de stabilisation macroéconomique, est appliquée sous la supervision du Fonds monétaire international, le FMI. À ces deux phases, dont les détails sont inscrits dans les textes officiels, il faut ajouter un programme de l'ombre occulte nommé The Shadow Program. Le programme officiel dicte les mesures de stabilisation économique, alors que le programme occulte précise les mesures parfois tellement impopulaires que le secret est une préoccupation fondamentale afin d'éviter les contestations au sein des populations. C'est par exemple dans ce programme occulte que sont prévus les licenciements massifs, les fermetures d'usines,
ou encore les privatisations dans des secteurs sensibles. Stabilité économique, réforme des structures, ajustement. Tous ces termes sonnent bien, mais voyons l'application de tout cela dans la réalité. Au début des années 80, le gouvernement de Jean-Claude Duvalier doit répondre à deux exigences. Le besoin du financement budgétaire d'une part, la volonté de détournement des fonds publics d'un régime qui s'appuie plus que jamais sur un système institutionnalisé de corruption. C'est dans ce contexte que le président répond favorablement aux appels du FMI et de la Banque mondiale. Ainsi, à l'été 1981, le discours de Jean-Claude Duvalier est clair. Il se soumet sans condition aux diktats imposés par le FMI et la Banque mondiale. Le pays prend alors un virage néolibéral qui se refusait jusque-là. Clayton McNamara, ambassadeur des États-Unis en Haïti de 1983 à 1986, s'en réjouit. Lors d'une conférence sur l'initiative pour le bassin Caraïbe, il dit ceci. Haïti est l'un des rares pays dans le monde qui respecte le programme d'austérité préconisé par le Fonds monétaire international. C'est alors que Jean-Claude Duvalier déclare « Mon père avait fait la révolution politique, je ferai la révolution économique. » Or, Duvalier n'a pas appliqué un programme d'ajustement structurel stricto sensu. Il s'est contenté d'un processus de libéralisation du marché haïtien. En effet, après avoir signé un accord dit de stabilisation économique avec les dirigeants des institutions de Bretton Woods, il s'est contenté de mesures à l'emporte-pièce sans aucune logique ni vision à long terme. On assiste dès 1981 à une véritable explosion des barrières douanières. Des produits autrefois interdits à l'importation, surtout dans le secteur alimentaire, envahissent le marché national. Le riz est particulièrement touché par cette mesure. Tous ceux qui connaissent Haïti le savent. Le riz est un produit stratégique pour les Haïtiens, un aliment de base dont la consommation est sans cesse en augmentation. La libéralisation du marché des biens signifie mettre les produits locaux en concurrence directe avec des produits étrangers, surtout américains, qui arrivent sur le marché local à des prix beaucoup plus compétitifs. Les conséquences ne se font pas attendre. Le pays enregistre un véritable effondrement de sa riziculture. Le département de l'Artibonite, bastion de cette riziculture, est particulièrement touché. Les paysans se retrouvent avec des invendus et doivent abandonner la production. Des tensions naissent dans le milieu paysan, il s'ensuit un exode vers les grandes villes et surtout vers la capitale. Le phénomène de bidonville est né et n'a plus jamais cessé. Lors de l'application de ce plan, le gouvernement de Duvalier ne s'est pas posé la question fondamentale à se poser dans ces cas-là, à savoir, puisque ces politiques sous-tendent une ouverture à l'international, comment dès lors protéger la production locale? Au contraire, il l'a livrée au torpillage sans aucune mesure de protection. Les économistes de son gouvernement auraient dû savoir que l'objectif de sécurité alimentaire est incompatible avec l'essence même des programmes d'ajustement structurel. En effet, lors d'un objectif de sécurité alimentaire, on cherche la production, l'autosuffisance, la protection par des subventions publiques. Or, la philosophie des programmes d'ajustement structurel est précisément une meilleure répartition des produits pour l'exportation, la prise en compte des coûts comparatifs dans la production et la réduction des interventions de l'État, donc des subventions publiques. Au milieu des années 80, après la chute de Duvalier, le Conseil national de gouvernement ne se préoccupe pas davantage du sort des producteurs locaux. En effet, guidé par deux objectifs importants, établir une croissance économique d'une part et diminuer les prix de consommation d'autre part, cette junte militaire renforce le processus de libéralisation de l'économie. L'idée du ministre de l'économie et des finances, M. Leslie Delatour, est que, par un effet du marché, le renforcement de la concurrence aurait pour conséquence une baisse des prix
et un développement de l'activité économique. Ainsi, le marché haïtien se trouve submergé par des produits étrangers, là encore en majorité américains. Le café, le lait, le maïs, mais aussi et surtout le riz. Le riz de la vallée de l'Artibonite subit à ce moment la concurrence déloyale des produits américains eux-mêmes subventionnés. Le prix du riz est passé de 12 gourdes pour 6 livres en 1985 à 7 gourdes en août 1987. Les importateurs disent alors « Nos clients veulent le riz le moins cher possible. Le riz local est un produit de luxe. » Il s'ensuit une véritable activité contrebandière dans tout le pays. Contrebande souvent encouragée par une faction de la classe politique et une partie de l'élite des affaires. M. Leslie Delatour dira même « Haïti sera toujours dépendant de quelqu'un autant que ça soit des États-Unis. » En conséquence, les crises s'accentuent dans les différents secteurs de la production et l'exode se généralise. S'ensuit alors un phénomène de boat people. Le cultivateur fuit les plantations et abandonne la production locale à la domination des produits étrangers. La misère règne dans les campagnes. Cette situation plonge Haïti dans une insécurité alimentaire que le pays subit encore à l'heure actuelle. Cette insécurité est telle que des membres de la diaspora envoient du riz américain à la famille en Haïti. Avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010, 3,3 millions d'Haïtiens vivaient une situation d'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, la situation s'est encore aggravée. 57 à 60% des denrées alimentaires sont aussi importées. Aujourd'hui, même si la filière emploie 90 000 personnes en Haïti et joue un rôle crucial dans l'économie du pays, près de 80% du riz consommé est importé. La vallée de l'Artibonite avait le potentiel de nourrir toute la population haïtienne. Mais les mesures économiques appliquées sous la direction du FMI et de la Banque mondiale dans les années 80 vont réduire à néant ce potentiel. Aujourd'hui, Haïti dépend du riz importé, un riz de moins bonne qualité. Il est intéressant de remarquer que les institutions de Bretton Woods privilégient une politique de l'offre, d'évaluation monétaire, réduction du déficit budgétaire, réduction de la balance des paiements, réduction de l'inflation, renforcement de la politique fiscale, compression de la demande, etc. Alors que la principale contribution de Keynes, qui est l'un de ses fondateurs, c'est une politique de la demande, à savoir la stimulation de la consommation par le pouvoir d'achat. En effet, dans sa théorie générale, Keynes développe la thèse selon laquelle la demande est le principal facteur déterminant le niveau de la production. Autrement dit, l'État et les autres agents économiques doivent tout faire pour stimuler la demande en soutenant les consommateurs et en renforçant le pouvoir d'achat donc, y compris par un interventionnisme si nécessaire. Or, dans les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, c'est l'offre qui est privilégiée et tout le pouvoir est laissé au marché. Alors, l'État, au mieux, est une entité strictement régalienne ou au pire, un agresseur plutôt qu'un protecteur. Toujours est-il que dans le cas haïtien, ces mesures ont eu des effets dévastateurs. Des morts dans la violence à l'Artibonite, une destruction de la riziculture haïtienne, une dépendance à plus de 80% du riz importé et une insécurité alimentaire. Cette histoire nous a montré que, aussi longtemps qu'il y aura des gens pour donner, il y aura des gens pour prendre. Les décisions prises à une époque ont des répercussions à d'autres époques. Les accords signés aujourd'hui engagent le pays pour demain. Et tout est lié. Il ne faut jamais oublier que ressources plus vision égale progrès. Alors, vigilance. 2023 est une année charnière. Les bonnes décisions s'imposent à bon entendeur. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée au plan d'ajustement structurel imposé en Haïti au compte-gouttes par le FMI
et la Banque mondiale. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission sur la culture haïtienne au sens large.